Voilà, donc avant de pouvoir passer à une partie beaucoup plus interactive, j'espère, je voulais vous expliquer un petit peu quel était le rôle du conseil départemental dans ce qui est des plaintes, parce que souvent vous ne le savez pas. Donc, le conseil de l'ordre a pour mission d'assurer le respect des lois et des règlements, voilà, vous l'avez, et qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession. Le conseil départemental n'a aucun pouvoir de décision en matière disciplinaire. Ça veut dire que quand une plainte arrive, il est hors de question pour le conseil de la classer, il est hors de question de ne pas faire suivre la plainte, puisque de toute façon, nous n'avons aucun jugement à porter à partir du moment où une plainte est faite sur le contenu et le fond de la plainte. Alors, bonjour. Si on a choisi ce sujet au disciplinaire, ce qui donne lieu le plus à des sanctions, c'est la rédaction de certificats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, les médecins qui étaient chargés d'une mission de service public, donc notamment les experts, les médecins hospitaliers, entre autres, ne pouvaient être déférés devant la juridiction disciplinaire que par le préfet, le procureur de la République, le ministère de la Santé et le directeur de l'ARH devenu ARS. Et puis depuis la loi effectivement HPST, outre ces personnes, il y a deux autres autorités qui peuvent poursuivre les médecins chargés d'une mission de service public, c'est-à-dire le conseil départemental, mais également le conseil national de l'ordre des médecins. Alors, à qui remettons le certificat médical? À votre seul patient, aux parents de votre patient mineur, à l'épouse de votre patient, dès lors que ce patient a donné son accord, aux héritiers de votre patient décédé, aux juges d'affaires familiales, au médecin du travail de votre patient, à l'avocat de votre patient, celui-ci étant lui-même tenu au secret professionnel. Alors, à votre avis, le A. À votre seul patient, non, puisqu'en fait, vous pouvez très bien avoir un patient mineur. Donc là, ou un patient sous tutelle. Bah oui, c'est les QCM, les étudiants sont peut-être meilleurs que vous, hein. Je vous avais dit de vous méfier des avocats. Alors, effectivement, donc aux parents de votre patient mineur, étant précisé que là encore, depuis la loi du 4 mars 2002, il peut y avoir des situations où le mineur peut s'opposer à la consultation de ses parents. Donc là, effectivement, on ne remettra pas le certificat, c'est dans des cas très particuliers. On va rapidement les citer. C'est le cas de l'IVG, c'est le cas notamment de la contraception, c'est le cas du patient qui a plus de 16 ans et dont les liens avec sa famille sont rompus et qui bénéficie à titre personnel de la CMU complémentaire. C'est également le cas du mineur qui souhaite garder confidentiel son état de santé, dès lors qu'un traitement s'impose pour sauvegarder sa santé. Et vous avez l'obligation de tenter de le convaincre de l'utilité de la consultation de ses parents. Si le mineur refuse, dans ces cas-là, vous allez délivrer les soins, mais le mineur devra être accompagné d'une personne majeure de son choix. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est dans le cas de ces prises en charge. Là, bien sûr, vous n'allez pas remettre de certificat aux parents. Et puis, en plus, ça, c'est vrai qu'aux parents de votre patient mineur, nous allons le voir tout à l'heure, c'est là où c'est véritablement une situation à risque dans le cadre des procédures de divorce, mais j'en parle tout de suite après. À l'épouse de votre patient avec l'accord de ce dernier, vous répondez quoi? Oui ou non? Non. Non, jamais. Non. Non, jamais. L'épouse est un tiers. D'accord? Même si le patient vous dit... En fait, vous le donnez à votre patient et lui remet à son épouse. Oui, c'est ça. Il peut en faire ce qu'il veut, lui. Voilà. D'accord? Alors, par ailleurs, souvent la question m'est posée, c'est oui, mais si j'envoie par la poste mon certificat au patient et que c'est la femme qui l'ouvre, ça, c'est pas votre problème. C'est le mari ensuite qui pourra se retourner contre son épouse. Mais vous, à partir du moment où vous l'avez bien mis au nom de Monsieur X, eh bien, dans ces cas-là, en principe, on ne pourrait pas vous reprocher une violation du secret. Aux héritiers de votre patient décédé, on a dit oui sous certaines conditions. Dans 3 cas. Hein, c'est pour connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir des droits, dès lors que le patient ne s'y oppose pas, et dès lors aussi que les héritiers justifient leur qualité d'ayant droit. Là, le problème, c'est qu'il faut demander un papier du notaire, voilà, comme quoi l'individu est ayant droit. Parce que parfois, même l'enfant n'est pas ayant droit, parce qu'on l'a éjecté dans des histoires de famille gravissimes. Alors, ça peut être soit un certificat de notoriété qui est établi par le notaire lorsqu'il y a une ouverture d'une succession, soit un certificat d'hérédité
parce qu'il n'y a pas de succession d'ouvrage, donc c'est l'officier d'état civil. Mais aujourd'hui, les mairies refusent de plus en plus de faire les choses, notamment ces certificats d'hérédité. C'est parfois difficile à obtenir. Hein, voilà. En tout cas, faites attention, ne vous contentez pas du livret de famille, puisque vous savez qu'un livret de famille il peut y avoir des duplicata, d'accord. Il peut très bien y avoir un divorce, et en fait, on vous a donné le précédent livret de famille, et vous pouvez estimer que l'épouse est bien ayant droit, alors qu'il y a eu un divorce qui ne figure pas dans le livret de famille. J'ai déjà vu ce cas, donc j'attire votre attention là-dessus. Au juge d'affaires familiales, vous répondez quoi? Non, certainement pas. C'est pas un non fermé définitif, hein. Non. Jamais, hein. Non, non, certainement pas. Vous n'avez pas à vous immiscer dans la procédure, notamment de divorce ou de garde d'enfants. Or, celui qui s'occupe de ça, c'est le juge notamment aux affaires familiales. Donc, vous n'avez pas à communiquer un quelconque certificat au juge d'affaires familiales. Au médecin du travail de votre patient? Non, vous êtes sûr? Effectivement, c'est non. Par l'intermédiaire, bravo. Par l'intermédiaire du patient. Il y a des médecins du travail. Ah, mais c'est pour ça. Ah, voilà. Donc, effectivement, le médecin du travail peut avoir bien évidemment des informations, mais c'est le patient qui décide de ce qu'il en fait de son secret. Donc, le médecin traitant remet au patient le certificat, il met bien un certificat remis en main propre ou lettre remise en main propre, et le patient le remet, s'il le souhaite, au médecin du travail. Voilà. À l'avocat de votre patient, puisque, effectivement, nous aussi, on est tenus au secret professionnel, vous répondez... Et oui, et là je vais insister. Je vais insister parce que par tous les moyens, les avocats vont trouver votre numéro de téléphone, vont vous téléphoner disant « Oh, docteur, faites-moi un certificat, machin ». Et là, alors, il faut les renvoyer dans leur but avec plaisir. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une circulaire très ancienne de 1976 qui rappelle que l'absence scolaire relève de l'autorité parentale. Ce sont les parents qui doivent justifier de l'absence d'un enfant. Souvent, c'est vrai qu'en pratique, les parents vous demandent un certificat médical pour justifier de l'absence, parce que l'établissement n'accepte pas l'enfant ensuite sans justification médicale. Donc, dans ces cas-là, le problème, c'est qu'on est confronté donc à des réalités, alors même que les textes ne le prévoient pas. Donc là, c'est à vous de voir si vous remettez ou pas remettre. En tout cas, il y a une obligation, c'est lorsque notamment il y a une éviction scolaire pour certaines maladies contagieuses. Et là, il faut se référer notamment à des arrêtés relativement anciens, puisqu'ils datent de 89 et 90 et qui sont toujours d'actualité. Voilà. Parmi les règles suivantes, quelles sont celles qui doivent présider à la rédaction d'un certificat médical? Je dois préalablement examiner mon patient. Vous répondez oui, bien sûr. Ça, il y a vraiment un cas. Voilà, c'est un vrai oui. Je vous pose cette question parce que nous avons vu des médecins remettre à l'épouse d'un patient incarcéré, notamment, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Je suis seul juge de l'opportunité de la délivrance d'un certificat. Vous répondez oui. Alors, ouais, oui. Oui. Il ne faut surtout pas céder à une demande abusive d'un patient. Hein, d'accord? Souvent, vous constaterez, c'est à la fin de la consultation, quand on est debout, qu'on vous dit « Docteur, il faut absolument que vous me donniez un certificat, etc. » Alors, je suis seul juge de l'opportunité, je dois limiter mon certificat aux seuls éléments objectifs que j'ai personnellement constatés. Alors là, c'est extrêmement important. Hein. Si on vous dit... notamment, je fais l'objet, alors je ne parle pas pour les médecins du travail, je fais l'objet d'un harcèlement sur mon lieu de travail, le médecin traitant ne doit pas dire « Madame X présente un état anxio-dépressif consécutif à un harcèlement ». Le médecin traitant n'est pas sur le lieu de travail et il n'est pas là pour constater le harcèlement. Ou Madame X est dépressive en raison du conflit familial, mais d'où le médecin généraliste, le médecin traitant, est allé voir le conflit familial. Il n'est pas au cœur de la famille. Et là, je peux vous dire que l'avocat, soit de la société, soit de la partie adverse, va se précipiter contre le médecin, et l'avocat, je l'ai bien dit, pour attaquer le médecin. Ça, c'est sûr, c'est la porte d'entrée pour les avocats. Absolument.
Je dois me renseigner sur l'objet et la finalité de la demande. Bah, effectivement, il faut savoir à quoi va servir ce certificat. Est-ce que c'est un certificat qui va être produit dans le cadre d'une procédure? Donc là, si le certificat doit être produit dans le cadre d'une procédure, attention à l'immixtion dans les affaires de famille. On va continuer. Quels sont les pièges à éviter? Mon certificat ne doit pas se borner à relater les propos de mon patient. Oui, effectivement, le certificat, comme on l'a dit, en principe, comporte des éléments d'ordre médical. Je ne dois pas me livrer à des interprétations. Effectivement, on constate des éléments objectifs. Je ne peux porter un jugement ou poser un diagnostic sur une tierce personne. Évidemment, puisque vous n'avez pas examiné cette tierce personne. Je ne dois pas attribuer les troubles de mon patient au comportement d'une personne. Par exemple, on attribue les troubles du patient par le comportement de l'épouse, par exemple, ou de l'employeur. Ou l'œil au beurre noir par le voisin. Voilà. Donc, comme on l'a dit, hein, on ne donne jamais le nom du tiers. On n'est pas là pour dénoncer. Hein. On est là pour constater. On n'est pas là pour dénoncer. Je ne dois pas prendre parti, effectivement, sinon ce serait une immixtion dans les affaires de famille ou dans la vie privée du patient. Et ce serait un certificat tendancieux et de complaisance. Et enfin, il n'est pas nécessaire de garder un double de mon certificat. Vous répondez? C'est faux. Il faut garder un double parce qu'effectivement, ensuite, vous en aurez peut-être besoin. L'examen médical, en principe, se fait hors la présence des gardiens, en fait. Hein, et le patient doit être démenotté. Sauf, bien évidemment, s'il y a un risque pour vous. L'attestation, c'est un acte citoyen que vous faites en tant que Monsieur X ou Madame X. On va vous demander, dans des querelles de famille, en général c'est comme ça que ça se passe, ou dans des querelles de voisinage, de faire un papier qui va être donné en justice où vous allez décrire des faits que vous êtes censé avoir vus ou entendus, et vous le rédigez en tant que citoyen. On voit arriver au disciplinaire des attestations sur papier d'ordonnance. C'est un acte citoyen que vous donc rédigez en tant que monsieur et que vous devez à tout prix rédiger sur une feuille blanche. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous demande votre métier là-dedans. Donc vous mettez, je sous-signais monsieur, machin, médecin, vous pouvez mettre certifié, mais atteste c'est quand même mieux, et vous décrivez tout ce que vous pouvez décrire là-dedans, vous ne le faites pas en tant que docteur. Alors, il ne concerne pas un patient, il peut concerner un patient, mais parce que le patient est un ami, mais là il devient un ami, c'est pas du tout, il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est pas un acte médical. Par exemple, à l'époque, maintenant ça se fait plus, mais il y a une époque, dans les divorces, on demandait aux copains fais-moi un papier comme quoi ma femme a été absolument abominable hier soir à dîner, etc. On peut le faire. On peut le faire, on peut le faire. On peut dire non, mais on peut le faire. Mais on le fait comme Monsieur Dupont, Monsieur Durand, et pas docteur, même si on doit mettre ça. Et surtout, quand on dit ta femme a été épouvantable, on peut le dire, en tant que médecin, enfin on peut le dire, mais on ne peut pas dire ta femme a fait une crise d'hystérie, enfin ou a été hystérique. Le terme d'hystérie est un terme médical. Il ne faut absolument pas utiliser de termes médicaux. Il faut parler comme monsieur tout le monde. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'un certificat, c'est médical. C'est un acte médico-légal qui n'est pas dans une attestation. Il est rédigé, bon, à la date du jour, c'est sûr, il est sur papier en tête, après examen clinique du patient, ce qui est constaté, et on ne rapporte rien de ce que les autres vous ont dit. Je voulais vraiment vous faire la différence, parce qu'on voit arriver des attestations faites comme un certificat. Et là, ça engage le docteur, et le docteur, il est sanctionné par la chambre disciplinaire. Et c'est, pardon. Une attestation faite sur une ordonnance, c'est plus une attestation. Voilà. Et c'est pas parce qu'on écrit attestation que pour autant elle sera une attestation. Elle peut devenir un certificat médical, peu importe le terme utilisé. Hein. C'est le contenu du document qui permet de définir si c'est un certificat ou une attestation.